Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler maintenant de la stratégie pour construire une carrière de succès comme advisor sur le marché de la confiance. Alors, la première chose, c'est de bien comprendre justement que ce qui importe, ce n'est pas ce que vous savez, mais ce que vous faites avec ce que vous savez. Donc ça, c'est super important parce que justement, il y a plein de gens qui savent plein de trucs. Il y a plein de gens qui ont plein de connaissances. La question, c'est qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais de ça? Et comment, à partir de ça, justement, je peux aider, que ça soit un particulier, que ça soit une start-up ou une petite, moyenne entreprise, ou que ça soit une grande entreprise. Eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est pas ce que je sais, c'est de savoir ce que je peux en faire. Et à partir de ce que je peux en faire, comment je vais résoudre leurs problèmes à eux. Et alors, à partir justement de ça, il faut que je comprenne justement, quand je me positionne, hein, on a parlé un peu de positionnement, eh ben, que, en fonction de ses clients, les types de projets, les types de services vont être différents. On l'a vu, hein, chaque besoin a son service. Et donc, eh ben là, il faut que j'arrive à me positionner justement sur le marché. Donc pour ça, je vous ai créé un petit graphique où sur un axe, on va parler du prix du service. Donc ça va d'un prix simple à un prix assez élevé. Et puis sur la complexité, les enjeux qu'on va trouver en fonction du type de client. Et donc on se retrouve en fait avec une courbe comme ça, où justement, on va pouvoir voir que les particuliers, eh ben, eux, les enjeux et la complexité de vendre à un particulier, c'est assez faible, mais aussi les prix sont assez bas. Après, quand on va vendre à un entrepreneur, eh ben, on est quand même sur une complexité un peu plus, voilà, les enjeux sont un peu plus modérés. Hein, c'est pas aussi faible qu'un particulier, hein, il y a quand même quelques enjeux. Et puis, mais les prix continuent d'être assez bas parce que lui, il n'a pas un pouvoir acquisitif qui est énorme. Après, déjà, quand on rentre dans les startups qui ont des investisseurs, donc déjà, il y a un peu plus d'argent. Par contre, on est sur des défis encore modérés. Alors, il n'y a pas énormément d'argent, mais il y en a un peu plus que l'entrepreneur qui est tout seul. Parce que l'entrepreneur qui est tout seul, lui, il s'autofinancie, alors qu'en général, les startups, elles ont quand même des investisseurs. Après, on peut rentrer dans la petite entreprise où là, on va pouvoir effectivement vendre à une structure qui est déjà établie, mais ça reste une petite entreprise avec un patron. Et donc, là, pareil, on ne peut pas trop exagérer sur les prix parce que eux, ils n'ont pas des gros budgets. Donc, on reste quand même sur des prix assez bas et avec des défis et des enjeux qui sont assez modérés. Et puis après, on passe aux entreprises de moyenne taille, où là, on peut augmenter les prix. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des budgets établis, il y a déjà une complexité un peu plus grande, donc qui justifie aussi d'avoir des prix qui soient plus élevés. Et puis alors, on rentre dans les grandes entreprises, les multinationales, où là, effectivement, il y a beaucoup d'argent. Donc là, c'est possible de faire payer cher, mais les enjeux et la complexité pour vendre à ce type d'entreprise, effectivement, est très grande et donc il faut être préparé pour ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que votre prix, le prix d'un service, c'est le montant maximum que mon client est prêt à payer en fonction de sa perception de la valeur de mon service. Et donc forcément, ça, c'est directement lié aux enjeux, à la complexité. Si par exemple, je suis devant un PDG d'une très grande société multinationale, bon, c'est quelqu'un qui brasse des millions, peut-être des milliards même. Donc forcément, n'importe quelle décision qu'il prend peut coûter très cher. Et donc, si je suis dans la possibilité de l'aider à prendre des meilleures décisions, à le conseiller peut-être, ou à créer des process qui va l'aider justement à optimiser ce qu'il fait, eh ben ça peut valoir aussi des millions. C'est proportionnel justement aux enjeux pour lesquels je vais travailler. Et puis, alors que si je suis avec le petit entrepreneur, eh ben lui, oui, si, il y a des enjeux aussi, mais on ne parle pas de la même chose. On parle peut-être des milliers de milliers d'euros, hein, de dizaines de milliers d'euros, mais on ne parle pas de millions. Et donc, forcément, les prix aussi, il faut qu'ils soient liés à ça. Alors, l'entrepreneur, il peut donner beaucoup d'importance justement à votre service, mais jusqu'où il est prêt à payer pour ça?
Donc, gravez ça, écrivez ça sur un post-it sur votre écran. Le prix de votre service, c'est le montant maximum que mon client est prêt à payer en fonction de sa perception de la valeur de mon service. Donc, celui qui établit le prix, c'est votre client, c'est pas vous. Mais je ne peux pas sous-estimer non plus justement la valeur que mon client attribue à mon service. Parce que si j'arrive justement chez le PDG de la grande multinationale avec le prix de l'entrepreneur, bah, le gars, ça ne va pas lui donner beaucoup confiance. Il va dire, attends, c'est vraiment pas cher là, est-ce que ça va fonctionner là, hein? Quand vous voyez un produit qui est vraiment pas cher, parfois, vous vous posez des questions, quoi, hein? Le prix, quand même, définit aussi, en général, la qualité ou voilà, les niveaux d'exigence que vous pouvez attendre de ce type de produit. J'ai rajouté 2 axes que je veux vous commenter aussi, qui sont proportionnels à cette courbe. D'abord, c'est l'axe du volume de service pour une même recette. Donc, en fonction de la recette que je veux, bah forcément, le prix, ben, pour un particulier, il est bas. Donc, j'aurais besoin d'un grand volume de services aux particuliers pour pouvoir atteindre une certaine recette. Alors que si je travaille avec la grande entreprise, eh ben, un seul et unique service que je vends à une grande entreprise peut-être va être beaucoup plus élevé au niveau de ma recette que des centaines peut-être de services que je vais faire à des particuliers. Donc le volume, il est inversement proportionnel. Et une dernière échelle, c'est l'échelle du cycle de la vente. Et ça, c'est super important parce que forcément, quand on parle à un particulier, eh ben, c'est lui qui prend la décision. Il sait s'il a l'argent ou pas, il sait ses besoins, la décision, elle est avec lui. On est sur des enjeux qui sont quand même plus faibles, donc sur une complexité qui est plus simple. Et donc, ben, forcément, la décision est beaucoup plus rapide. Alors que quand je vends à une grande entreprise multinationale, ils ont tout un processus d'achat, ils ont un département achat, et puis ils ont des process à respecter, il y a du compliance, donc il y a tout ça justement à respecter, et donc eh ben ça peut prendre du temps, ça nécessite justement des approbations de budget, ça nécessite peut-être parfois plusieurs niveaux justement de validation et d'acceptation pour que le service soit accepté. Donc ça passe par tout un processus, tout un protocole qui peut prendre du temps. Donc ça aussi, c'est important. Donc effectivement, dans les grandes entreprises, je vais gagner plus, mais je vais mettre plus de temps à vendre. Et pendant que je suis en train de vendre, eh ben, il faut quand même que je survive. Il faut quand même que je paye mes factures. Parce que si je mets 1 an pour vendre un projet à une grande entreprise, pendant ces 12 mois, eh ben, mes factures, elles continuent de s'accumuler. Donc, j'ai besoin de les payer. Et c'est là où, justement, on va devoir peut-être faire des mix, justement, de clients au début, pour, justement, se constituer, justement, ben, un flux de trésorerie qui nous permette, justement, de pouvoir, justement, attaquer des projets qui soient plus grands, mais d'être préparé pour ça financièrement. Donc voilà. Et donc, maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux prendre chaque type de client et qu'on regarde un peu justement quels sont les types de services et concrètement, justement, qu'est-ce que ça représente au niveau de la vente. Alors, en commençant par les particuliers. Qu'est-ce que je peux vendre aux particuliers? Donc, ça peut être de la psychanalyse ou de la thérapie, si vous êtes psychologue ou psychanalyste, ça peut être du coaching ou du mentorat. Donc, tout ça, on est toujours sur le thème de la confiance. D'accord? En tant qu'advisor de la confiance, spécialiste de la confiance, vous pourrez travailler sur ces thèmes-là avec le particulier. Donc ça, on est sur un cycle de vente quand même qui est assez court. On est entre 2 semaines et 1 mois pour que la décision soit prise. Et puis, on a un potentiel de vente qui peut être entre 600 et 3000 € sur 3 mois. Difficilement, un particulier va investir plus que 3 mois sur des services comme cela. Surtout à ces prix-là. Après, si vous êtes moins cher, effectivement, sur des thèmes de la thérapie, ça peut durer un peu plus longtemps. Là, l'équipe, au niveau de l'équipe, bah, vous pouvez faire ça tout seul, donc pas de problème de se préoccuper avec l'équipe. Et puis, le facteur de vente, eh ben, c'est justement la confiance de la personne.
Et c'est pour ça que je dis que pour vendre à des particuliers, la meilleure manière de vendre un processus de coaching ou de confiance, c'est de promouvoir la confiance, c'est de vivre la confiance, c'est de vivre le coaching, de promouvoir le coaching. Et ce que je fais en vivant justement la confiance. C'est la meilleure manière de vendre ça. Alors, quelle est la question que ce particulier peut me poser, justement? Et peut-être l'objection. Ça peut être justement, qu'est-ce que tu peux faire pour moi à court terme? Voilà. En général, les particuliers, ils sont sur le court terme. Et c'est la réponse à cette question qu'il va falloir qu'on ait sur le bout de la langue pour pouvoir justement pouvoir lui vendre un service. Mais rappelez-vous, il n'achète pas le coaching, il n'achète pas du mentorat. Et ce qu'il achète, c'est la résolution d'un problème, c'est éliminer une douleur qu'il a, c'est une solution. D'accord? OK. Deuxième cas de figure, on est dans les petites entreprises ou les entreprises familiales. Donc, on parle à un patron. Et donc, qu'est-ce qu'on peut lui vendre? On peut lui vendre un scale-up, donc là, la croissance de son entreprise, le développement de son entreprise. Ça peut être de la performance, on peut travailler peut-être sur des procédures de succession ou la professionnalisation de la gestion. On va justement retirer quelque part le propriétaire de l'opération, embaucher justement des professionnels et lui, il va rentrer plutôt dans un conseil d'administration où il va pouvoir justement être beaucoup plus stratégique. Et donc, on peut parler à ce moment-là de gouvernance d'entreprise. Donc voilà, ça c'est des services, c'est plutôt du consulting là, mais donc voilà, on peut offrir ce type de services. Alors, j'ai fait des listes, elles ne sont pas exhaustives, forcément, il y a certainement beaucoup plus de services qu'on peut vendre aux petites entreprises. Donc, le cycle de vente pour une petite entreprise, il est court, il va de 1 à 2 mois. Pourquoi? Parce que pareil, on parle au décideur, on parle à la personne qui signe le chèque, donc si elle en a le besoin et qu'elle voit de la valeur, ça va se passer assez vite. Donc là, on est sur un potentiel de vente de 15 000 € jusqu'à 50 000 € par an. Pourquoi? Parce qu'en général, les budgets sont quand même assez serrés et ils vont pas dépenser tout leur budget avec vous. Ils auront certainement d'autres choses à faire. Donc, le budget qu'ils ont, forcément, il est proportionné en fonction, il y en a divisé entre plusieurs personnes, plusieurs consultants, plusieurs entreprises. Alors là, au niveau de l'équipe, vous pouvez en général travailler tout seul ou jusqu'à 3 consultants. Ça sert d'arriver à 10 consultants dans une petite entreprise. Il n'y aura pas de viabilité économique. Donc voilà, de 1 à 3 consultants, effectivement, c'est possible d'avoir des projets en petite entreprise. Puis, le facteur de vente, on reste sur la confiance du propriétaire, parce que là, vous parlez à une personne. Et donc, c'est elle, vous avez besoin de gagner sa confiance pour lui vendre quelque chose. Alors, qu'est-ce qui peut vous poser comme question? Est-ce que tu connais bien mon marché et ma réalité? Parce que c'est ça en général qui le préoccupe, c'est de savoir effectivement, OK, tu vas travailler pour moi, j'ai vu que tu as plein de solutions et tout ça. Alors, est-ce que tu connais ce que je fais? Et c'est là où parfois, il faut être prêt justement à répondre à cette question. Alors, quand on est coach, on n'est pas obligé forcément d'être spécialiste dans tous les marchés. Et c'est là où justement, il va falloir justement argumenter et être préparé pour ça. Après, si vous avez travaillé sur ce même marché et que peut-être durant votre carrière, vous connaissez très bien le secteur d'activité dans lequel votre client est, là, forcément, c'est un argument de vente. Et là, ça va renforcer encore plus, pas seulement la confiance, mais la crédibilité que vous aurez en fonction du projet que vous avez présenté. OK. Et une autre question encore, ça pourrait être, quelles sont tes références dans des entreprises comme la mienne? Ça, c'est des questions que les petits patrons, ils aiment bien poser. Donc, c'est important d'avoir des références, c'est important d'avoir des histoires à raconter pour pouvoir les présenter à ce moment-là. Prochain cas de figure, on est dans les moyennes entreprises ou des entreprises de taille nationale, donc qui ont peut-être plusieurs succursales, mais sur le même territoire. Donc là, on peut offrir peut-être du turnaround, donc la récupération, peut-être de filiales qui passent par des difficultés, ou même toute la société. Ça peut être travailler des thèmes de la vente, de la performance, du leadership. En général, ils ont déjà justement un leadership déjà un peu plus conséquent, avec plusieurs leaders, des équipes de managers. Ça peut être des thèmes de la thématique du recrutement, de la sélection. Ça peut être aussi de l'expansion géographique ou même de l'internationalisation des entreprises qui veulent s'internationaliser. La diversification, l'innovation, donc diversification de produits, de l'innovation, développer des nouvelles choses, ou encore la transition numérique et la gestion du changement.
qui est très présente dans les moyennes entreprises qui ont besoin justement de se réinventer en permanence. Alors, là, pour le coup, on est sur un cycle de vente qui est moyen, donc on considère entre 2 à 4 mois. Mais le potentiel de vente est un peu plus grand, on est déjà sur 25 000 € à 100 000 € par an. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des budgets qui sont un peu plus grands. Et là, par contre, on a besoin d'une équipe, on ne peut pas arriver tout seul, il faut être en général au minimum 3 et de 3 à 6 personnes. Mais on ne peut pas arriver tout seul parce que sinon, justement, on n'a pas assez de crédibilité. Et le facteur de vente, ça va être justement le facteur de décision, ça va être le coût-bénéfice, parce que ce type d'entreprise, justement, ils vont faire une appel d'offres, ils vont avoir 3 propositions et ils vont comparer. Alors, on peut gagner l'offre en étant le plus cher, mais il faut qu'on ait un bénéfice qui soit supérieur à ses concurrents. Donc là, justement, la question clé à laquelle il faut répondre, c'est qu'est-ce que tu as de mieux à m'apporter que les autres? Parce que forcément, ils vont vous comparer. Il n'y a pas d'autre solution, ils sont obligés et ils le feront forcément. Donc là, il faut être préparé pour ça. Voilà. OK, et puis, on passe maintenant au cas des grandes entreprises, donc des multinationales qui sont sur plusieurs pays, qui sont très grandes, qui ont une grosse structure. Donc eux, on va pouvoir parler de fusion-acquisition, d'intégration culturelle, de culture humanisée, qui est très à la mode maintenant, de la performance, de l'engagement, du leadership. Tout ça, c'est des thèmes pareils qui sont récurrents, du recrutement, de la sélection aussi. Mais ça peut être aussi de la marque employeur et du climat organisationnel, de parler de rétention d'employés, justement, de talent. Ça peut être de la planification, justement, hein, les castings, justement, qu'on va faire, justement, à ce niveau-là, pour, justement, planifier, justement, les fameux forecasts qu'on va faire sur le long terme, justement. Ça peut être aussi de la transition numérique et de la gestion du changement. Pareil, les grandes entreprises aussi passent par là. Et puis, donc là, on est vraiment sur un cycle de vente qui est long. Donc, on parle de 4 à 8 mois. Ça peut même arriver parfois à 1 an. Pourquoi? Parce que simplement, parfois, les entreprises n'ont pas budgété justement notre service et vont devoir attendre l'année prochaine pour pouvoir inclure ça dans les budgets. Là, par contre, on est sur un potentiel de vente qui est beaucoup plus grand. On est sur de 80 000 à 200 000 € par an. Donc là, c'est des gros budgets, mais aussi ça représente des équipes beaucoup plus grandes. Là, il faut être au minimum entre 5 et 10 consultants. Et là, il faut vraiment gagner la confiance et surtout la crédibilité technique. Donc là, les CV sont très importants, les CV des consultants sont très importants, l'expérience des consultants est très importante, la connaissance du marché est très importante pour justement rentrer dans ces grandes entreprises. Et la question, c'est dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. Donc c'est un peu ça, c'est justement, dis-moi justement dans quel milieu tu te trouves, quels sont tes clients, quels sont tes partenaires, quels sont tes fournisseurs. Et tout ça, il faut que ça soit du haut niveau parce que sinon, on n'a pas la crédibilité technique. Et c'est très courant justement que ces grandes entreprises embauchent justement des entreprises de conseil, des grandes marques, justement parce que justement, elles veulent garantir justement d'avoir cette crédibilité technique. Et c'est là où, si vous êtes plus petit, vous avez besoin de vous démarquer et justement d'être préparé justement pour vendre cette crédibilité technique. Donc voilà, on a bien ici donc les différents types de cycles de vente, de types d'arguments. Et je voudrais rajouter juste un point, c'est justement, quand on va chercher justement à vendre, pour des particuliers, par exemple, la priorité commerciale, ça va être justement de vendre peut-être à des dirigeants de moyennes et grandes entreprises. Pourquoi? Parce que ces particuliers, c'est des gens qui sont des cadres supérieurs et donc ils ont forcément des salaires qui sont conséquents. Et donc, s'ils ont de l'argent, forcément, ils vont pouvoir payer mes prestations. Donc, oui, forcément, si je choisis de vendre au petit opérateur de machine, lui, il n'a pas beaucoup, il gagne le SMIC, ça va être difficile de payer mes prestations. Donc là, il faut choisir ses clients. Donc moi, je vous invite, pour vendre des prestations à des particuliers, choisissez des dirigeants de moyenne, donc des managers, des leaders d'entreprise. Après, moi, j'ai comme calcul, en général, d'évaluer que la personne, il faut qu'elle ait un revenu 3 à 4 fois plus élevé que mon billet moyen. Donc, si j'ai, par exemple, un billet moyen, donc mes services, la moyenne de mes services, par exemple, je ne sais pas,
à 1 000 €, eh ben, je ne peux pas vendre à des gens qui gagnent moins de 3 000 4 000 €. Parce que sinon, ils n'auront pas l'argent pour me payer. Donc ça, c'est une règle d'or. Vous pouvez essayer de l'appliquer. Donc si je vends des services à 2 000 €, il faut que je vende à des gens qui gagnent entre 6 et 8 000 € par mois. Donc on voit tout de suite que ça change tout de suite la donne envers le type de personnes qu'on va aborder. Et puis après, moi, je vous invite aussi à regarder un peu justement, alors LinkedIn aide beaucoup à ça, à regarder un peu leur cursus académique, hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme formation? Donc si par exemple des gens qui ont un niveau de MBA, qui sont en 2e cycle universitaire, c'est des gens qui investissent dans la connaissance, qui investissent dans le développement personnel, et donc c'est des gens qui seront plus propices à investir et à vous embaucher aussi. Alors, ce n'est pas obligatoire, hein, d'avoir ces critères-là, mais si vous choisissez des gens qui ont ces 3 critères-là, vous aurez beaucoup plus de chances de réussir à vous vendre vos services avec une haute valeur ajoutée. Bon, quand on parle des entreprises, là, je vous invite, eh ben, surtout quand on va parler du thème de la confiance, eh ben, de vendre à des entreprises de services. Pourquoi des entreprises de services? Bah, parce qu'elles dépendent des gens. Leur machine productive, ce sont des gens, et donc bah, ces gens-là, ils ont besoin justement de confiance, ils ont besoin de s'améliorer. Après, les entreprises de technologie, pareil, les entreprises de technologie, elles dépendent aussi des gens pour programmer, pour développer, tout dans l'innovation, tout ça, ça dépend de la créativité humaine. Au plus qu'on a aujourd'hui beaucoup l'ascension maintenant de l'intelligence artificielle, mais il faut enseigner la machine, il faut être derrière, et tout ça, c'est de l'être humain. Donc, les entreprises de technologie aussi, qui sont très compétitives et qui ont beaucoup de difficultés à retenir les talents, eh ben, elles auront besoin de travailler justement le thème de la confiance en interne. Après, de manière générale, c'est de travailler avec les entreprises qui valorisent le capital humain, où le capital humain est très important pour elles. Donc forcément, ben, elles auront plus tendance à vouloir investir dans des prestations de services liées à la confiance. Et puis après, il y a aussi toutes les entreprises qui participent des rankings comme le GPTW, donc par exemple le Great Place to Work. Donc, vous devez connaître le ranking des meilleures entreprises pour s'y travailler. Alors, il y a plusieurs rankings, hein, GPTW, c'en est un, mais il en existe d'autres. Il y a Best Company for Work, il y en a d'autres. Et donc, vous pouvez aussi rechercher ces rankings pour trouver des listes d'entreprises qui vont s'intéresser au thème de la confiance, parce que c'est un des piliers du climat organisationnel, c'est la confiance. Donc, c'est des gens qui investissent forcément là-dedans. Donc, le résumé, c'est choisissez bien vos clients, autant pour leur pouvoir d'achat que pour leur culture, parce que c'est ça qui va attribuer de la valeur à ton service. Ça, c'est super important. Bien choisir son client. On ne vend pas à n'importe qui. Et ça fait partie justement du positionnement clair sur le marché. Et c'est un levier hyper important justement pour avoir du succès et s'épanouir comme advisor. OK ? Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer justement comment se lancer de zéro sur le marché de la gestion de la confiance. Donc, se lancer de zéro. Donc, vous commencez votre activité actuellement, vous n'y connaissez rien, et comment vous pouvez construire justement une carrière en tant qu'advisor de la confiance à partir de cette proposition. Donc, je vous invite à regarder la prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.